Alors, donc, La danse du soleil, c'est un texte qui a été publié dans la revue Éterval, qui nous a déjà fait parvenir un autre texte qu'on a déjà lu, qui est La Camera Obscura, qu'on a lu la semaine dernière. Cette fois-ci, on lit La danse du soleil. La danse du soleil a été sélectionnée dans l'appel à texte qui était sur le métal. Voilà. Et qu'est-ce que j'entends? Ah oui, non, tout va. Sur l'appel à texte sur le métal. Et voilà, c'est la revue Éterval numéro 10. C'est une revue payante, ce que vous trouvez sur internet, pas très cher, que vous pouvez télécharger ou acheter en papier. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. On y va? On est parti quand tu veux, Kakash. Et puis, j'y vais. La danse du soleil. Elle danse devant eux, se meut sur la scène avec une lenteur aguicheuse. Blake cligne des yeux, mais l'illusion refuse de s'éparpiller. Il pose la main sur la crosse de son arme et hésite un instant à tirer, à s'assurer que ce corps de succube vole en morceaux une bonne fois pour toutes. Son doigt n'approche même pas le cran de sûreté et il se laisse retomber contre le mur, résigné. Elle fera son travail. La fille crèvera ce soir, au rayon mourant du soleil, ou à ceux de son flingue. C'est leur boulot à tous les deux. Elle leur achèterait une foutue journée de plus, une nuit. Si elle échouait, il lui éviterait l'agonie d'une balle bien placée. À lui de s'assurer qu'elle aille jusqu'au bout de sa danse. Damnée danse. Ne pas quitter la scène des yeux, ne surtout pas quitter la scène des yeux. Le clou du spectacle est pour bientôt, il le sait. Il pourrait le prédire à la seconde près. Soir après soir, la même magie s'opère devant les badauds assemblés, ici comme ailleurs. Blake plisse les paupières, la lumière commence à décliner petit à petit, comme si le propriétaire des lieux s'était enfin décidé à tamiser l'ambiance. L'astre diurne endure pourtant en périphérie de sa vision. Ce fichu astre de mes deux qui leur crame la peau, assèche leur gorge, brûle leur champ et, plus généralement, fait de leur vie un véritable enfer. Heureusement, elle est là. Ce soir, c'est elle. Demain, ce sera une autre. Les instruments ont été réduits en pièces depuis belle lurette, dépecés comme le reste du moindre bout de métal. La musique est dans sa tête, il le sait. Un tempo langoureux, les cordes des guitares montent lentement, doucement, rattrapées par les atermoiements d'un vieux synthé. Le son d'une ballade rock et une atmosphère digne d'un de ses meilleurs trips. La fille s'agite, les derniers rayons du soleil se reflètent sur son habit de lumière, les manches évasées suivent les mouvements de la danseuse, ondoient en rythme le long de son corps. Il se demande distraitement par quel miracle est-ce que ses gestes s'accordent avec la musique qu'il entend, quand elle n'est semblable à aucune de celles que les gars attroupés avec lui se jouent en ce moment. Il ne peut pas être le seul. Blake cligne à nouveau des yeux, pose sa bière entre deux briques à demi défoncées et prépare ses lunettes, à tâtons toujours. De bonnes vieilles lunettes à infrarouge pour remplacer les solaires. Les verres teintés sont devenus indispensables depuis que ce fichu soleil refuse de se foutre au pieu. Si la fille faisait bien son boulot, la nuit ne tarderait pas à tomber. Il l'observe, elle attrape un rayon de plus. La lumière glisse le long des écailles d'or de son corset, coulant à contre-cœur sur la ligne de ses hanches avant de disparaître d'un coup de bassin à damner un sein. Bientôt. La luminosité baisse encore d'un cran. Elle travaille bien. Bien, mais pas assez vite. Sa montre bip à son poignet. 1 minute de plus que la dernière danseuse. 1 minute de plus de jour. 1 minute
converti en millions d'hectolitres, en hectares de champs, en putain de vie humaine. Blake pose de nouveau la main sur son flingue et il ne tardera pas à y avoir du grabuge si la fille ne se dépêche pas de conclure. Elle s'immobilise soudain sur la scène. Le synthé dans la tête de Blake, Queen note ultime et balaye l'étrange public du regard. Il se demande si elle le remarque dans l'assemblée, lui et son badge. Elle sait qu'il est là. Elle sait que si elle ne réussit pas, il remplira sa part du contrat. On ne danse qu'une fois, c'est bien connu. La foule retient sa respiration comme un seul homme. Les rayons du soleil profitent de la trêve, gagnent un iota de puissance. Blake fronce les sourcils, se demande s'il va devoir ranger ses infrarouges et ressortir ses solaires. La fille redresse le menton, son maquillage est d'or lui aussi, d'infimes feuilles collées à sa peau comme celles des Bouddhas d'antan. Elle lève bien haut les mains, se cambre, tendue tout entière. Elle vibre au son d'une basse montante. Il déglutit. La danseuse s'élance dans les airs, deux entrechats incongrus, puis la voilà qui tourne, une fois, deux fois, trois fois, les rayons tourbillonnent avec elle, faiblissant à chaque nouveau tour, et soudain, la dernière once de lumière se perd le long d'une jambe aux galbes scintillants. Une danse fatale, songe Blake en chaussant finalement ses infrarouges. La populace autour de lui relâche un soupir collectif, alors que l'obscurité tombe enfin. Le ranger se ferait un chemin jusqu'à la scène. Il ne reste de la fille qu'une fine poussière d'or, chair et métal consumés par l'astre, un sacrifice qui marque le début de la journée, de la nuit. Blake s'éloigne à pas lents, scrute les alentours, redécouvre la ville, les rues qu'il n'a pas vues depuis près de 90 heures. Les dernières danses n'étaient pas au niveau, regrette-t-il en s'arrêtant devant un amas de bois calciné. Un vieux pin, finalement terrassé. Le ranger secoue la tête et poursuit son chemin. Les silhouettes se meuvent autour de lui dans un dégradé de teintes verdâtres. Il guette la moindre incohérence, le moindre éclat suspect. Rien d'anormal dans le coin, mais les gars ne sont pas idiots au point de se balader en pleine rue avec un morceau de métal. Pas même une fichue trace de gourmette, peste-t-il en resserrant son blouson, un polyester doublé de mailles anti-UV qui paraît soudain trop léger. Le changement de température est rude et il sait qu'il devra attendre une bonne heure pour que ces tremblements cessent. 20 degrés de différence en autant de minutes. De quoi claquer des dents par 30 foutus degrés. Il s'enfonce dans les ruelles du centre-ville, attentif aux dalles de béton défoncées et à la piste de terre craquelée sous ses pieds. Le goudron a fondu depuis belle lurette. Autour de lui, les façades régurgitent la fournaise des derniers jours. Près de 90 heures de soleil ininterrompu. À peine moitié moins de degrés au zénith. Un frisson lui parcourt l'échine, il ne fait pas encore frais. Dans quelques heures peut-être, la vie se réveille pourtant. Dégobille un boucan insolent, relâche des hordes de travailleurs titubants dans les allées. Sur les toits des immeubles, faux et fourches s'activent. Les lames se reflètent au loin, attrapent l'éclat des étoiles. Et il se demande s'ils devront un jour sacrifier les outils pour habiller les danseuses. Crever de faim ou crever de chaud. Ils n'en sont pas encore là, les rues se succèdent, le bruit des foreuses prend l'ascendant sur le reste. Un peu plus loin, des mineurs fouillent les fondations d'immeubles laissés à l'abandon faute d'habitants, exhument des barres de métal qui soutiennent leur structure. Des morts qui pillent leur propre tombe. Blake secoue la tête et se faufile entre quelques-unes des tours encore debout. Le strict minimum. De quoi contenir une population qui se résorbe d'elle-même. Une pile de corps marque le croisement suivant. Les faces sont calcinées, momifiées presque. Le ranger détourne le regard. Maintenant que le soleil est au pieu, la vermine ne tardera pas à s'en charger. Blake poursuit sa ronde. Les tremblements de ses mains ont cessé. Son corps s'acclimate progressivement. Il déambule dans les ruelles effondrées un moment, puis prend la direction des quartiers habités. Les mineurs arrachent le métal des affres de la terre. Lui s'occupe des humains. Le badge à sa ceinture est fluorescent. Les badauds le voient venir, s'écartent, se pressent contre les murs sur son passage.
une haie de peur. Pas de métal, tous connaissent la loi, mais ça n'empêche pas quelques idiots de l'enfreindre. Que ce soit par simple mépris du danger ou par refus de se passer des commodités de ce qui fut un temps leur quotidien, peu importe, tous sont traités à la même enseigne. Le ranger prend son temps, balaye chacun d'eux du faisceau de sa lampe. Sa torche, une maglite bricolée doublée d'un détecteur de métal, clignote au moindre objet suspect. Au premier grésillement, il se baisse, palpe un môme, ignore le hoquet choqué de sa mère lorsqu'il tire un soldat de plomb de sa poche. Le gamin tremble, baisse les yeux et lui tend finalement une seconde figurine, identique. Blake se redresse, fourre les jouets dans sa besace et reprend sa progression. Un peu plus loin, un groupe d'ouvriers profite de sa pause, clope au bec. L'extrémité scintille dans sa visière, pointe claire au milieu des ombres verdâtres. L'un des gars le repère, le désigne à ses collègues avec un rire moqueur. Il n'en faut pas plus pour que deux d'entre eux se fassent la malle. Blake sourit, passe la main à sa ceinture, arme son flingue, le barillet est en place, les balles sifflent. Une fois, deux fois, les gars s'écroulent avec des cris de douleur. Hors de question de risquer qu'ils s'échappent. Le métal vaut bien plus que leur vie. Ils s'accroupissent à leur hauteur et fouillent leurs poches jusqu'à en tirer 2 briquets, tape à l'œil. Ils auraient dû se contenter des allumettes réglementaires, songe-t-il en se relevant. Une chance pour eux qu'ils n'aient rien visé d'autre que leur mollet. Sa récolte en poche, le ranger reprend le chemin de l'auditorium. La fouille s'est éparpillée, depuis la danse, ne subsistent que les strates de planches au milieu de la place de terre battue. Quelqu'un viendra les récupérer avant que le soleil ne se lève à nouveau. Le bois aussi se fait rare ces temps-ci, inutile de le gaspiller. L'auditorium se dresse devant lui, sa façade en verre, depuis longtemps remplacée par des plaques de composite, du genre qui ne font pas. Le bâtiment est sous bonne garde, il abrite rangers, danseurs, les bureaux du maire aussi. Du beau monde. Blake montre patte blanche, passe les imposantes portes d'entrée. Dans le hall, un professeur bat la cadence de son bâton. Les danseuses se plient sur leurs barres, s'arc-boutent, se contorsionnent. Certaines filles l'aperçoivent et lui adressent un signe de main. Leur regard glisse sur sa besace, imaginent son contenu, leur future tenue. Le bâton du professeur tombe et elle l'oublie, de nouveau toute à leur concentration. Leurs costumes de cuivre scintillent sous les lumières artificielles, les danseuses mineures qui forcent le soleil à suivre sa course. Vêtues de bronze et de cuivre, elles marquent les heures. Des petites bouts de femmes qui se fanent avec le passage des saisons, qui s'usent jour après jour sur les pistes de terre battue. Elles se relaient, des groupes d'une douzaine, d'une vingtaine tout au plus. Les cuivresses des grandes villes ont parfois une journée entière pour se reposer, les autres n'ont qu'une poignée d'heures. Mais au moins vivent-elles. Les ors ne peuvent pas en dire autant. Lorsque les cuivresses parviennent à amener le soleil à son point crépusculaire, lorsque l'astre touche enfin l'horizon, les ors prennent le relais. Des années d'entraînement qui culminent en une danse fatale. Une poignée de minutes pour la survie du plus grand nombre. Blake se force à ne pas y penser. Il secoue la tête et se remet en route. Il dépose sa maigre récolte à l'inventaire, 2 soldats de plomb et autant de briquets. Pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. De quoi habiller en partie une cuivresse une fois fondue. Les objets seront bientôt dépecés, acheminés jusqu'aux forges, avant de finir entre les mains des couturières. Blake reprend sa progression, erre dans les coulisses. Les murmures vont bon train dans les couloirs. Les scientifiques prédisent une rude journée demain. Le prochain soleil sera peut-être leur dernier. Oiseau de malheur. L'auditorium est un foutoir ordonné. Les rangers se feraient un chemin à travers des hordes de danseuses. Les gradés énoncent leurs ordres à la cadence des bâtons et les filles naviguent entre les racks d'armes. Danseuses ou rangers, ils risquent tous leur vie. Les premières face au soleil, les secondes pour du métal. Blake pose son arme sur l'une des bornes à munitions et recharge tranquillement le 6 coups, balle après balle. Des munitions en polymère à l'image du flingue. Plus question de tirer au plomb. La borne donne sur la salle des ors. Il ne s'est pas arrêté là par hasard. Un plaisir coupable, le seul.
là seule. Elles sont nombreuses pourtant, plus de 400 au total, et pour cette ville seulement. De quoi garantir qu'une danse clôture chaque fichu jour de l'année. Les cuivresses guident la course du soleil, s'assurent qu'il grimpe lentement à son zénith et, plus important encore, qu'il n'oublie pas d'en redescendre. Des danses mécaniques, huilées comme des rouages d'une foutue pendule. Rien à voir avec les ors. La danse du soir accompagne l'astre vers sa fin. Les ors séduisent les rayons, les cajolent, puis les étouffent d'un coup de bassin. Les uns après les autres, jusqu'à ce qu'enfin le soleil rende les armes. La danse, pour peu qu'elle soit un succès, est fatale. Si les filles échouent, c'est une balle qui les cueille. Un acte de charité, de quoi leur épargner une agonie sans nom. Les rayons du soir sont les plus puissants. Amplifiés qu'ils sont par les habits des danseuses, ils signent leur mort d'une façon ou d'une autre. Blake cligne des yeux, reporte son regard sur la salle devant lui. Seuls les bruits des pas et des sauts, des respirations haletantes et de l'éternelle cadence lui parviennent. Pas d'instrument ici non plus. La musique dans sa tête revient doucement, accompagnée par le ronronnement des groupes électrogènes, de vieux générateurs qui alimentent les dernières réserves de fioul. Sur le plancher, les filles se croisent, s'ignorent, se frôlent jusqu'à ce que chacune trouve finalement le rythme qui lui est propre, les mouvements qui sont les leurs et ceux de personne d'autre. Chacune a sa manière de bouger, sa façon de s'approprier la lumière. De puissants projecteurs inondent la scène, piètre imitation du soleil. La chaleur est étouffante, il desserre son blouson d'un geste impatient. L'air caresse enfin sa peau et il inspire profondément, soulagé. Un luxe qu'il ne peut se permettre dehors, son blouson, aussi encombrant soit-il, le protège des rayons nocifs du soleil. On ne prend pas le risque d'y exposer les filles, bien sûr. Elles verront l'astre le jour de leur mort, pas avant. Il y a autant de costumes différents que de danseuses. Lorsque les filles ne s'entraînent pas, elles secondent les couturières, supervisent l'ajout de la moindre feuille d'or, du plus petit pan de métal à leur corset ou à leur jupe. Les faisceaux du projecteur se reflètent sur les tenues, sur les pantalons de soie dorés, sur les tuniques aux allures de côte de maille, sans oublier les bijoux. La mode du moment est aux boucles d'oreilles en anneaux et aux bagues en triangle. Les plus chevronnées prétendent, elles, que les brassards d'or piègent le mieux les rayons. Un débat auquel ils ne risquent pas de prendre part. Le ranger les observe du coin de l'œil. L'entraînement touche à sa fin. Les pas se font plus lents. Le rythme se calme. Toutes se préparent à quitter la scène. Toutes, sauf elle. Ellie. À croire qu'elle est pressée d'y passer, Blake se renfrogne et se force à détacher les yeux de la jeune femme. Il termine de fixer le barillet, rengaine son flingue tandis qu'Ellie s'approche doucement. Elle fait mine de s'étirer, lui adresse un sourire timide et se détourne rapidement à l'approche de son professeur. À peine le temps pour un regard. Blake se force à quitter la salle, à l'ignorer. Les relations entre ranger et danseuse sont défendues. Entre ranger et danseurs aussi, bien qu'il y ait peu d'hommes au milieu des femmes. Les uns comme les autres ne doivent pas être distraits de leurs tâches, alors ils se contentent de ces regards volés, de ça, et du poids dans sa poche. Un cadeau impossible à offrir, témoin d'une affection interdite, dangereuse. Il décide de tuer l'amorosité par une ronde de plus avant que le soleil ne se lève. Il rentre bredouille cette fois-ci et se retrouve prisonnier de l'auditorium pour un cycle de plus, puis 2, puis 3, jusqu'à ce qu'il devienne indécent de les compter. Les scientifiques avaient raison, maudit soit-il. Ce soleil-là est coriace, il refuse de se coucher, refuse même de suivre son cours. Les cycles passent de 12 à 20 heures jusqu'à ce qu'il en faille plus de 30 pour la mener à son crépuscule. Il redouble d'efforts, les cuivresses vont danser par deux, peinent à faire passer les minutes, parviennent tout juste à forcer les heures. Tout ça pour rien, l'astre refuse de se coucher. Les danses des ors se succèdent en vain. Le soleil frôle à peine l'horizon, ignore les danses et reprend de nouveau sa course dans le ciel, force d'une nouvelle victoire. Le rythme est épuisant. L'auditorium se vide petit à petit, une véritable hécatombe.
Les rangs des cuivresses s'amenuisent et celui des ors avec. On en est contraint à sacrifier les plus jeunes recrues. Quand une gamine de 15 ans est envoyée dehors vêtue d'une tunique à peine brodée de cuivre, ils décident qu'ils ont touché le fond. Elle réussit pourtant à faire avancer le soleil d'un cran et revient à l'auditorium victorieuse, sa première heure passée. Elle crève le lendemain, un coup de chaleur. La première d'une longue liste. Les couturières font ce qu'elles peuvent, mais elles peinent à tenir la cadence à l'image des rangers. Les costumes disparaissent avec les danseuses et les récoltes de métal sont maigres. Les danses se suivent sans succès. Le découragement gagne les danseuses. Certaines refusent même de rejoindre la scène. On ordonne aux rangers de les escorter. Cuivresse et or sortent désormais un flingue collé entre les reins. La température continue de grimper et avec elle les tensions. Les réserves d'eau et de patience s'évaporent au même rythme. Impitoyable. C'est ce qu'il s'efforce d'être. Impitoyable. Lorsque le nom d'Ellie tombe. Il est dévasté, elle rayonne. Ses professeurs s'agitent autour d'elle, prodiguent dernières recommandations et encouragements, tandis qu'une horde de couturières termine de fixer à la hâte les volants d'or qui habillent sa robe. Il est dans les parages, évidemment. Impossible de la quitter des yeux, c'est tout juste s'il parvient à se retenir de l'arracher à cette cour macabre. L'ordre tombe, c'est lui qui l'accompagnera ce soir. Il acquiesce, obéit, fixe son flingue à sa ceinture et attend. Sa présence n'est pas vraiment requise, Ellie trépigne d'impatience, s'étire, s'entraîne toute la journée durant. Lorsque l'heure vient, le flingue entre ses reins n'est qu'une formalité. Aussitôt les portes de l'auditorium passées, il baisse son arme, mais ne la rengaine pas, la foule dehors semble tout aussi dangereuse que l'astre. Ils peinent à avancer, à fondre la horde d'excités qui s'est massée devant la scène. Une dizaine de rangers arrivent au pas de course, l'encadrent, tentent de repousser la foule. Les visages sont hagards, les traits tirés. Le désespoir est là, dangereux. À défaut de pouvoir s'en prendre au soleil, les danseuses, dans leur échec, font une cible facile. Blake se défait de son blouson et le jette sur les épaules d'Ellie. Leurs mains se frôlent alors qu'elle resserre les pans autour de sa frêle silhouette. Leur dernier contact réalise-t-il brutalement. La danse du soir est finale pour l'astre, comme pour la danseuse. Elle va mourir ce soir. Au rayon du soleil, espère-t-il. Un mouvement de foule manque de les faire trébucher. Les récriminations vont bon train, se mélangent et se coupent jusqu'à ne former qu'un indéchiffrable capharnaüm. Pas besoin de distinguer les mots pour entendre la colère. Il presse le pas. Les rayons du soleil percent le coton sur son dos. Un bien faible rempart, regrette-t-il en resserrant son blouson autour des épaules de la danseuse. Ellie titube à ses côtés. Il redouble ses efforts, supporte son poids tant bien que mal et joue d'une épaule pour écarter la foule. 10 cycles. Plus de 200 heures maintenant que l'astre ne s'est pas couché. Ils ont ratissé la ville au peigne fin, arraché les derniers grammes d'or des greniers, des caves, bon sang, des dents des anciens même. Les thermomètres ont rendu l'âme depuis bien longtemps, et si Ellie ne danse pas, ils ne seront pas loin derrière. Blake carre la mâchoire avant de laisser libre cours au grondement qui monte dans sa gorge. Les badauds autour de lui s'écartent enfin. Des visages, tout sauf amènes, des regards calculateurs. Pas de patience, pas de compassion, tout juste un semblant d'espoir qui surfe sur les regards désemparés, les poings serrés, les grimaces de rage. Il plisse les yeux, lève la main un instant pour ajuster ses lunettes. La scène brille de 1000 feux devant eux. Les miroirs sont abaissés, prêts à refléter la danse d'Ellie. La dernière idée de génie des scientifiques, de quoi mieux capter les rayons du soleil. Le ranger s'arrête devant la scène et prend une profonde inspiration. Ce n'est pas en leurs fichues innovations qu'il a la foi. Ellie se tourne vers lui, son blouson tombe à ses pieds alors qu'elle relève les épaules. Elle est prête, lui non. Ses yeux verts trouvent les siens, elle le rassure d'un sourire. Il répond d'une grimace, résiste alors qu'elle tente de s'arracher à son étreinte. Les mots sont là, refuse de passer ses lèvres. Il carre la mâchoire, plonge la main dans sa poche et en tire un écrin. Une petite boîte qui pourrait lui coûter la vie, qui,
aidera la danseuse avec un peu de chance. Elle doit réussir pour la survie du plus grand nombre, mais surtout pour lui. Il ne veut pas avoir à la tuer. Il n'est pas sûr de pouvoir. Ellie écarquille les yeux, muette, alors qu'il dévoile la bague. Les secondes s'écoulent beaucoup trop vite. Les cris autour d'eux gagnent en ampleur. Elle ne perd pas de temps. Elle glisse l'anneau à son annulaire comme s'il avait toujours fait partie de son costume. L'or blanc étincelle alors qu'elle s'éloigne calmement de lui, se détourne et rejoint la scène. La jeune femme s'élance sur les planches de bois. Elle avance doucement, tranquillement, comme si leur vie à tous n'était pas suspendue au moindre de ses gestes. Chaque pas est mesuré, chaque mouvement délibéré, et pour autant il sait qu'elle improvise, prend la mesure de l'astre et celle de la foule. Danseuse et rayon s'apprivoisent, se jaugent. Elle risque un jeté, dévoile sa chorégraphie prudemment, comme on approche un amant difficile. Une pointe de jalousie perce. Si elle réussit, l'astre la prendra. Il se traite d'idiot. Elle fait ça pour tous les badauds assemblés. Pour lui aussi. Sa tenue est un chef-d'œuvre. Les couturières se sont surpassées. La robe est simple. La couche extérieure est un organza brillant et des volants de tulle dorés partent de ses genoux jusqu'à ses chevilles, donnant de l'ampleur à chacun de ses mouvements. Une ceinture d'or pur souligne sa taille, tandis que ses bras sont décorés d'épais brassards. Sa peau est d'or, elle aussi. Il suit la ligne de ses bras du regard, regrette de ne pouvoir la caresser à l'image des rayons. La foule se calme, le silence retombe progressivement. Ellie esquisse une arabesque. En appui sur une jambe, l'autre tendue en arrière, prolongée par le bras qu'elle lève devant elle, supplique muette. Un premier ray de lumière se pose sur sa paume, elle referme la main sans pitié et enchaîne d'une légère torsion du buste. Blake se détend malgré lui, subjugué comme les autres par le spectacle. Il n'y a pas de musique dans sa tête ce soir. Le choc des chaussons sur le bois bat sa propre cadence. La respiration de la danseuse se mêle à celle de la foule, à la sienne, unie enfin. Les pas de biche laissent la place à un jeté audacieux. Une mauvaise réception, et Ellie manque de perdre l'équilibre. La lumière ne se fait pas prier et gagne de nouveau en puissance. Elle se reprend néanmoins, pas assez vite pour masquer la grimace de douleur qui lui échappe. Le ranger se crispe avec elle alors qu'elle force un plié et enchaîne d'un saut de chat. Un rayon de plus meurt sur ses demi-pointes. Le soleil est encore là pourtant, et il se demande si elle parviendra à tenir la cadence jusqu'à la fin. Les blessures sont en général synonymes d'échec. Ce serait mal la connaître. Elle s'acharne, se cambre, se tord sur la scène. Il perd le compte de ses pirouettes, peine à la distinguer des multiples reflets que renvoient les miroirs. La lumière baisse, lentement. Trop lentement. Toute à sa concentration, elle ne cherche même plus à masquer sa douleur. Des cris lui échappent à chaque saut, à chaque plié. Mais elle continue. Sa danse a des allures de dernière chance. Un rayon se meurt sur la courbe de son dos tandis qu'un autre caresse son poignet. Un piqué succède à un glissé. La luminosité perd de son intensité. Il plisse les yeux, grave son visage dans sa mémoire. Sa montre retentit. Il l'ignore. Il reporte son regard sur la danseuse. Elle ralentit. La douleur la rattrape, engourdit ses membres, handicape ses pas. Une deuxième sonnerie, stridente. La foule s'agite, sort de sa transe petit à petit. Il pose la main sur la crosse de son arme. Elle doit y arriver. Il lui achètera du temps de sa vie s'il le faut. L'atmosphère est lourde. La luminosité semble hésiter, comme suspendue. Il ne fait ni jour ni nuit. Des ombres se dessinent timidement à mesure que les mouvements s'égrènent. La danse devient peu à peu séduisante. Ellie s'immobilise au centre de la scène, s'offre aux rayons, tendue tout entière. C'est un pari risqué. Blake retient son souffle alors qu'un premier brassard part en fumée, suivi de près par l'un des volants de sa robe. Il plonge soudain dans les deux iris verts avant que la danseuse ne se propulse à nouveau dans les airs, aériennes. Elle s'élance d'un bout à l'autre de la scène, confinée presque par les miroirs. Pas chassée, entrechappe, piquée et sautée, le rythme est étourdissant. Les cris de la danseuse et ceux de la foule se confondent. Les coutures lâchent les unes après les autres, tombent de pair avec les rayons. Son corset se défait, expose l'auréole d'un sein. Blake ne respire plus, n'ose pas cligner des yeux.
Le dernier rayon se fait difficile, refuse de se rendre, parcourt la silhouette de la danseuse et accroche ses volants. L'astre ou la danseuse, l'un d'eux va devoir céder. Ellie prend son élan, s'élance de nouveau, c'est son ultime mouvement. La foule retient son souffle, l'arabesque s'achève, le buste incliné comme un dernier salut. Ellie tient la pose, parallèle presque à la piste, si ce n'est pour la pointe qui la porte. Le rayon descend lentement, se coule le long de sa jambe, se laisse porter par la courbe de son dos avant de suivre les muscles d'un bras et de mourir sur son annulaire. L'astre semble rendre les armes en même temps que la danseuse. La nuit tombe finalement sur un dernier éclat d'or blanc. Et c'est encore une victoire de la synchronisation entre la fin du morceau et la fin de l'histoire. Ha ha ha. Je remets le son. Décalage. Ça y est, je t'entends, Kakash. Oui, pardon. Je dis, c'était pas évident parce qu'il n'y a pas le même décalage avec Twitch. Il a l'air d'être encore plus décalé sur ce qui est bizarre. Mais bon. Pourquoi pas. Ce soir, c'était ouf. Ouais, je trouve qu'en fait, c'était pas anticipé, mais c'est un super texte en période de canicule, non? Je me suis fait la réflexion pendant que je le lisais. Ce soir, c'était ouf. C'était bien, hein? T'as bien aimé, Goya? Ça me fait plaisir. Faudra féliciter Mélodie Gervais. Peut-être via la page Twitter des revues d'Intervalle. Les émotions dans cette histoire, ça me fait plaisir si vous avez ressenti l'intensité du truc. C'est vrai que c'est une de mes préférées dans celles que Intervalle m'a envoyée. J'ai coupé le live. Hein. Comment? J'ai coupé mon live de mon côté. Ok, ça marche. Avec le décalage, c'est pas forcément génial. Et je réinsiste sur le podcast. Ouais, il faut... en fait, il faudrait que je sache où le mettre pour que les gens le trouvent en podcast. Parce que je peux envoyer mes viewers le chercher en podcast, si c'est n'importe où. Mais ça serait bien que ce soit un moyen de ramener des gens qui me suivent pas en vidéo, quoi. Mais je sais pas du tout quel genre de... Enfin, où est-ce qu'on trouve des podcasts? Où est-ce que les gens vont chercher des podcasts quand ils cherchent à suivre une nouvelle émission, par exemple? C'est ça la question que je me pose. Podcast audio? Ouais. Goyam me recommande de faire des podcasts audio avec les lectures créa. Ça serait une bonne idée, je pense aussi. Pour que les gens puissent... ils téléchargent, puis après ils l'écoutent dans les transports, tranquille, posé. On perd l'image, mais on garde les autres côtés. Ah, j'étais pas dans la bonne catégorie. Perdu, j'étais en Factorio. J'ai oublié de changer le titre. J'ai changé le titre, mais j'ai pas changé la catégorie. Je suis pas passée en créa. Merci Blacky. C'est vrai que les modos peuvent le faire en plus normalement. Alors attendez. Créative. Voilà. Pour la fin. C'est réglé. Comment ça, on était sur du Factorio? N'importe quoi. Pas du tout. C'est le truc, il a mis trop longtemps à s'actualiser. À peu près 1 heure. Ouais, à peu près, ouais. Ah mais c'est vrai, ça marche pas toujours. Hein. Moi, je laisse traîner encore un petit peu parce que je veux voir la fin du dessin. Ouais, j'avoue, là, il n'a pas pu faire beaucoup. Enfin, il en a fait beaucoup, mais je veux dire, il n'a pas pu finir le dessin. Ouais. Fallait refresh, oui, voilà. Les images, ça fait le charme aussi. Ah oui, bah oui, c'est complet. Une lecture créative n'est complète qu'avec les images. Ah bah mais oui. peut-être que le public qui suit des podcasts pourrait rejoindre les lectures créatives vidéo en découvrant le podcast. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense. Oui, oui, aussi, ouais. C'est un concept de raconter une histoire avec de la musique et un dessin pendant Factorio. Oui, voilà. Moi, je peux te conseiller un site pour faire du podcast audio où tu n'as aucune limite, machin, et c'est totalement gratuit. C'est Mixcloud, ce que j'utilisais pour ma radio quand on mettait nos émissions et tout. Ah bah je suis hyper intéressée. Tu peux me mettre ça sur Discord? Ouais. Dans la section lecture créa, comme ça j'irai jeter un coup d'œil et puis je ferai peut-être ça. Les artistes ne seraient-ils pas prêts à monnayer leurs œuvres pour la bonne cause? On pourrait faire une loterie et accumuler pour envoyer
un don à une œuvre. Oui, 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 bah comme on fait pendant les 24 heures. Alors je le fais pas d'office parce que les artistes ont le droit de garder leurs œuvres aussi et qui signent pas pour donner leur dessin forcément. Ils signent déjà pour dessiner gratuitement, alors si c'est en plus pour donner leur dessin. Voilà. Mais effectivement, quand on fait les 24 heures caritatifs, on fait toujours une lecture créa et sur la lecture créa, on offre, ou sur le créa tout court, on offre les dessins. Après, chaque artiste fait comme il veut. Et peut rajouter ses dessins, pourquoi pas, à la loterie du prochain 24 heures caritatif, pourquoi pas, ça serait une bonne idée. Ou alors il faudrait faire des lectures créa officiellement caritatives dès le départ, quoi. Que les gens signent pour offrir les dessins de base. J'aime beaucoup comment tu travailles à l'encre Librio. C'est très joli. Ses coups de crayon, enfin ses coups de pinceau. De plume, ouais, le pinceau plume. C'est assez fou. Un bon de tombola. Ouais, c'est ça. Comme pour... en monnayant la loterie. Oui, comme pour les 24 heures caritatifs, non? Où les donateurs peuvent gagner les cadeaux de créa. Ou pas du tout. On pourrait faire ça. Faut que je demande aux artistes s'ils veulent. Après, je sais que, par exemple, Sayou, elle les vend, ses dessins. Elle essaye de gagner des sous avec son art. Alors du coup, peut-être qu'elle peut pas tous nous les offrir non plus. Déjà qu'elle nous en offre un à chaque 24 heures. Donc voilà. Après, les questions se poseront pour tout le monde. Je suis hypnotisée par le dessin en fait. J'ai pas envie de couper le live, je veux voir la fin. Sans les offrir, elle peut donner le tarif. Ouais, c'est ça. Mais il faudrait faire comme sur Humble Bundle, qui est une part pour l'artiste et une part pour une bonne cause. Comme ça, tout le monde y trouve son compte. Il est où ce deuxième chausson feutré? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que j'ai toujours pas avancé dessus. Nous sommes les acheteurs potentiels, tu fais la VRP, c'est ça. Si jamais tu restes jusqu'à la fin du dessin, tu peux, par montage, peut-être accélérer l'image pour l'avoir jusqu'au bout, pour la rediff. Ouais, on va lui laisser le temps de finir. Si t'as le courage de le faire. Ouais, il faut que j'ai le courage de le faire, c'est comme tout, mais... on va... Ça peut être cool. Je pense. Surtout qu'à la base, c'était un peu ce qui était prévu. Oui, ouais. Oui, qui ne s'est pas fait. Mais c'était un peu ce qui était prévu. Mais au final, ça tombait bien parce que j'avais pas enregistré la voix encore non plus. Donc, on n'aurait pas été prêt. Mais il faudra qu'on essaie, ça peut être sympa aussi. Ouais. D'ailleurs, il faudra que tu me... à moins que tu peux le trouver dans tes vidéoclips, là, sur Twitch, la dernière diffusion, que je fasse un truc au piano. Ouais, tu peux le trouver dans mes vidéos Twitch. Peut-être, j'espère. Ou dans mes vidéos YouTube, faut que je t'envoie le lien. Parce que ça doit être en privé vu que c'est un stream. Ah bah privé, tu pourras pas me le donner non plus, je pense pas. Oh ouais, faut que je te le partage. Je vais voir comment je peux faire pour te le partager. Parce que je crois que comme j'ai oublié de couper... Ah, ça y est, c'est fini. C'est vrai. Super. Est-ce que tu peux te décaler un petit peu du côté de ton bonhomme? Voilà, pour être bien centré encore un petit peu. Tout petit chouille. Non, vers le bonhomme. Voilà, super. Comme ça, on voit en entier l'image. C'est super. On t'entend, hein, tu sais, si tu veux parler... Ah oui, non, mais j'avais coupé mon micro. Je disais que c'était déjà fini depuis un moment, et là, j'étais en train juste de... l'enrichir. Tu disais, j'aime bien comment tu travailles. Puis moi, je t'ai répondu qu'en fait, c'est simple, tu utilises toutes les arnaques de la discipline, et au bout d'un moment, ça donne l'impression que tu sais ce que tu fais. Non, franchement, tu t'en sors bien. Oublie pas de signer, ouais. Oublie pas de signer. Ouais.